Mais ravi de vous voir ici, en tout cas, ravi de vous retrouver à ce salon de la data. Je suis ravi d'y être avec Business et Décision. C'est la deuxième année, donc on participe depuis l'an zéro à ce salon de la data. Et c'est toujours un vrai plaisir de voir un tel dynamisme autour du sujet de la data et des nombreux développements qu'on va pouvoir y faire. N'hésitez pas à vous installer. Pour ma part, je vais donc vous parler sur la demi-heure qui suit de deux grandes questions auxquelles on va essayer de répondre. La première question, je ne vais pas vous faire durer le suspense longtemps, la guerre des data aura-t-elle lieu ? On verra qu'elle a déjà lieu, mais on verra surtout comment en sortir vivant quand on est une organisation, une entreprise qui ne fait pas partie des super puissances de la data que sont les GAFAM. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business chez Business et Décision. Ça fait 18 ans que je suis Business et Décision et 18 ans que je baigne littéralement dans le monde de la data par de très nombreux projets sur tous les secteurs d'activité, sur toutes les géographies sur lesquelles Business et Décision est présente. Et donc mon rôle est d'accompagner nos clients, nos prospects, dans une adoption de sujets qui sont matures pour rendre des services à l'entreprise, mais qui restent innovants. Donc on n'est pas dans de la R&D avec 5 ans d'avance, mais on est bien sur des sujets qui vont vous permettre de prendre un avantage compétitif sur vos concurrents, de développer des nouveaux services innovants, etc., etc. Le fil rouge de tout ça, à chaque fois, vous le verrez, c'est la data. Alors, on va parler de big data, on va parler de data science, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de gouvernance des données. Mais dans tout ça, c'est la data qui est le fil rouge et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. En deux mots, Business et Décision, on est une société de conseil et une société d'intégration qui a maintenant plus de 25 ans d'existence. On est 2400 personnes. On est présent dans 11 pays dans le monde, même si la société est française. Notre siège est basé à Paris. Et sachez qu'on a un maillage régional hyper fort avec une présence sur Nantes qui est importante puisqu'on est 300 personnes sur toute la région nord-ouest, principalement à Nantes, mais aussi à Niort, à Rennes, au Mans, à Tours. Je crois ne pas avoir oublié de ville. Donc on opère vraiment sur toute la partie nord-ouest avec 300 personnes. Moi, je suis d'autant plus ravi d'être là que, je vous l'ai dit, je travaille pour le groupe Business et Décision, donc je me déplace partout où on est, mais je suis nantais. Donc quel plaisir de venir à vélo, quel plaisir de venir en moins de 2 heures sur son lieu de travail. Donc c'est d'autant plus un plaisir aussi pour ça que d'être ici avec vous. La spécificité de BED, c'est qu'on pense qu'on n'est pas une société de conseil et d'intégration tout à fait comme les autres, puisqu'on a une très très forte spécialisation sur la data. Nos consultants, on dit que c'est de la data qu'ils ont dans le sang, enfin dans les veines. Et tout le monde est entièrement focus sur les sujets de la data, portés éventuellement par des applications digitales. Mais le focus premier chez nous, c'est celui de la data et de toutes les applications qu'on va pouvoir construire à partir de cette matière première. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec cette question à laquelle je vous réponds directement. La guerre des data, elle a déjà lieu. Elle est déjà lieu depuis un bon moment maintenant. Alors évidemment, ce n'est pas une guerre qui tue directement des personnes, hein. On parle plutôt d'une guerre économique, mais clairement, la guerre est déclarée. Les chiffres, vous les connaissez, on les connaît à peu près tous, ils sont vertigineux. On a une augmentation exponentielle du volume de données qui est créé à l'échelle mondiale. Vous connaissez la statistique certainement qui dit que sur l'ensemble des données qui ont été générées depuis le début de l'humanité, 90% des informations, des données ont été générées en seulement 2 ans. Sauf que cette stat, en réalité, elle date un petit peu, elle date déjà d'il y a 2015, et on constate une accélération qui est tellement forte que maintenant, ces mêmes données sont générées en seulement une seule année, et certains analystes prédisent même qu'en 2020, ce même volume de données sera généré toutes les secondes. Donc on est face à une augmentation exponentielle du nombre de données. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on a surtout accès à des données auxquelles on n'avait absolument pas accès il y a encore pas si longtemps. Là, on a accès à des données de l'intimité des choses, de l'intimité des gens, de l'intimité des moyens de production, on y reviendra. Et c'est ça qui fait qu'il y a énormément de nouveaux usages et une telle tension, une telle appétence finalement sur tous les sujets autour de la data qui, par cette nouveauté, finalement, deviennent absolument importants et vont nous permettre de récolter énormément d'informations. Alors la guerre est déclarée, et les premiers à l'avoir déclarée, cette guerre, c'est les GAFAM. On reviendra sur eux, c'est les superpuissances de la data, on pourra le dire comme ça. Et l'enjeu clé, c'est d'arriver à acquérir ces datas. Si on continue de faire le lien, l'image avec l'image de la guerre, il faut se dire que les datas, c'est les munitions.
et que c'est ces munitions qui vont nous permettre de créer les meilleures armes, les plus puissantes pour affronter cette guerre économique. Et le nerf de la guerre dans cette histoire, c'est d'acquérir ces munitions, d'en avoir un maximum, d'avoir des munitions de la meilleure qualité et que ces munitions soient le plus fluides possible dans toute la manière qu'on va avoir de les utiliser. Donc clairement, la guerre est déclarée et l'enjeu number one, c'est de les acquérir, ces datas. Vous connaissez aussi cette phrase qui est très connue, la data, c'est le pétrole du XXIe siècle. Cette phrase n'en a pas fini d'être juste, d'avoir des développements qui montrent à quel point elle est juste, l'image est extrêmement bonne. Le pétrole, on a fait des guerres pour le pétrole. Mais on est en train de faire une guerre pour la data de la même manière. Le pétrole, il y avait les pays qui en ont. En l'occurrence, les pays arabes sont beaucoup mieux lotis que les pays européens, par exemple. Et ça a permis de se développer de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus riche que les pays européens, par exemple. Sur la data, c'est exactement pareil. Il va y avoir les sociétés qui en auront, les organisations qui auront des données et les organisations qui n'en auront pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous en avoir. On y reviendra, mais dans toutes les organisations, dans toutes les entreprises, il y a des datas activées, il y a des datas dont on peut se servir, et on va surtout avoir des moyens d'acquérir plus de données qui vont nous être encore plus utiles. On reviendra sur ce sujet-là. Mais alors, si les datas, c'est les munitions, quelles sont les armes ? On va voir que les armes dans la guerre des datas, c'est extrêmement important. Il y en a de nombreuses et surtout, c'est à chacun d'entre nous maintenant d'inventer les nouveaux usages sur la data, d'inventer les nouvelles armes de cette guerre de la data. La première arme, c'est le digital. C'est grâce au digital finalement que tout a réellement commencé. C'est grâce à la transformation digitale qu'on dispose de données, de l'intimité des choses, comme des objets, comme des moyens de production, comme des véhicules, comme de nos téléphones, comme de toutes nos machines. Et c'est grâce au digital qu'on dispose aussi d'informations sur l'intimité des humains, des animaux, etc., etc. Le digital, du coup, c'est ça qui est important vis-à-vis de cette guerre des datas, c'est que ça nous permet de récolter et de créer des données qui vont dans l'intimité. Et c'est ça qui change tout. On a eu une application pour une ferme expérimentale dans laquelle on est allé littéralement connecter une vache. On est allé mettre des capteurs dans la vache qui nous ont ramené tout un tas d'informations et qui nous ont permis ensuite de beaucoup mieux affiner quel allait être le rendement laitier de chacune des vaches. Quel allait être le moment où elle allait accoucher, on appelle ça le vélage, où elle allait avoir le vélage, donc, et de prédire ce moment-là, parce que ça peut arriver en pleine nuit, et puis évidemment, ça va aider les agriculteurs de savoir à quel moment le vélage va intervenir. Donc là, on rentre dans l'intimité d'un animal. On entre dans l'intimité des êtres humains, avec tous les objets connectés qui sont en train d'éclore partout, et à commencer par notre téléphone portable, qui est simplement bardé de capteurs et qui ramène un nombre d'informations personnelles qui est gigantesque. On connecte aussi les choses, les moyens de production, les machines, les véhicules. Et avec tout ça, on arrive à finalement modéliser le monde. On arrive à modéliser la vie. Et littéralement, plus on vit, plus on crée de data. Et quand on prend le mot transformation digitale, il est amusant ce mot-là, parce qu'il a un double sens. La transformation digitale, on l'a toujours dite comme étant les éléments de transformation nécessaires de l'entreprise pour aller vers la révolution digitale. Mais on peut aussi le prendre dans un sens beaucoup plus terre-à-terre. La transformation digitale, c'est ce qui permet de transformer des actions de la vie réelle en octets, en éléments digitaux. Et c'est ça qu'il va falloir activer dans cette guerre des data, arriver à mettre en place des applications du digital qui vont nous permettre de transformer ce qui se passe dans la vie réelle en data, et cette data qu'on va ensuite pouvoir réutiliser avec l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, on peut un peu la qualifier d'arme fatale. C'est tout à fait ça, et plus on avance, plus les différents acteurs de cette guerre cherchent à créer l'arme fatale qui va leur ramener encore plus de valeur, qui va leur ramener encore plus de données, etc., etc. Donc avec le digital, on obtient des données de l'intimité. Avec l'intelligence artificielle, on va rendre ces données intelligentes, on va créer de nouveaux services, et en plus c'est un cercle vertueux, puisqu'en créant ces nouveaux services de l'intelligence artificielle, alors ça va nous recréer de nouvelles données, et ces nouvelles données vont nous permettre elles-mêmes de créer de nouveaux services, de rendre nos intelligences artificielles plus précises, plus intelligentes en quelque sorte, et vont encore nous ramener des données. Donc c'est un véritable cercle vertueux qu'il faut mettre en place pour commencer à engranger de nouvelles données qui viennent de l'intimité, et ensuite mettre rapidement à disposition des nouveaux services basés sur l'intelligence artificielle et qui eux-mêmes vont aussi nous amener de nouvelles données. Et plus on va avancer comme ça, plus on aura des munitions, les données, plus on pourra créer des armes de plus en plus fatales, de plus en plus puissantes avec l'intelligence artificielle. Et l'enjeu clé, il est là. L'intelligence artificielle, tout le monde vous le dira, c'est deux choses.
c'est de l'algorithmie et c'est de la data. L'algorithmie, on progresse, et c'est de la simple technique. Pardon s'il y a des data scientists dans la salle, c'est des gens très intelligents qui amènent beaucoup, et il faut ces compétences-là évidemment, mais on s'en sort toujours. La raison number one des échecs des projets en data science, en IA, c'est la data. Donc, tous vos efforts doivent se concentrer sur le fait d'obtenir ces données et de les rendre le plus fluides dans l'organisation, le plus exploitable dans l'organisation. On peut citer quelques autres armes, mais je n'ai malheureusement qu'une demi-heure, donc je ne vais pas pouvoir développer l'ensemble des développements de ce raisonnement-là. Mais on peut citer le big data. Et le big data, on peut dire que c'est un peu la logistique de la guerre. C'est là qu'on va mettre en place les entrepôts de stockage de nos munitions. C'est là qu'on va rendre extrêmement fluide l'information pour qu'elle puisse être utilisée par tout un tas d'usages. C'est là qu'on va préparer tout le backbone de la guerre. On peut aussi citer toute la gouvernance de données. Et la gouvernance de données, ça sera un petit peu l'état-major. Ça va être et l'organisation, et les outils, et les informations, les cartes, etc., qui vont nous permettre de bien documenter cette guerre et de bien comprendre où est-ce qu'il faut opérer. Et si on veut être fin et efficace dans cette guerre des data, il va falloir développer tous ces pans-là et avec une emphase particulière sur la data en elle-même en tant que matière première. Alors intéressons-nous maintenant aux forces en présence dans cette guerre des data. On va étudier 3 forces en présence. Les premiers, les GAFAM, je vous l'ai dit, c'est les superpuissances de cette guerre des data. Les seconds, les citoyens, c'est nous tous, représentés par les États, et on va voir comment on s'en sort, nous, et comment on subit en quelque sorte cette guerre des data, puisqu'on en est acteur aussi. Et puis on va surtout s'intéresser au cas des entreprises, on va dire traditionnelles, qui ne sont pas des GAFA, qui ne sont pas nées directement de l'économie de la data, pour voir comment sortir vivant donc, face aux GAFA qui ont une attitude totalement hégémonique. Alors intéressons-nous aux GAFA tout d'abord. Donc les GAFA, vous savez, c'est les Google, les Amazon, Facebook, Apple. Microsoft a rejoint tout récemment ce club très fermé des superpuissances de la data. Alors quand on parle de superpuissance, je vous en parle tant au niveau de la data, mais on peut le voir aussi au niveau économique. Cette stat est très marquante. Quelles sont les marques les plus puissantes au monde? Google, Apple, Amazon, Microsoft, Tencent, c'est un GAFA japonais, chinois, pardon, Facebook. Alors il y a 2 anomalies, Visa et McDonald's, qui ne sont pas nés de l'économie de la donnée, mais on revient tout de suite sur un Alibaba, un AT&T, qui sont aussi des boîtes de tech. Si on prenait la même stat il y a moins de 30 ans, vous savez qui seraient les 5 premiers? Ce seraient des pétroliers. Donc je reprends l'image de la data qui est le pétrole du XXIe siècle, c'est « on ne peut plus juste ». Et cette phrase n'a pas fini d'être juste en réalité. Vous prenez cette stat il y a 30 ans, il y avait 5 pétroliers dans les 5 premières places. Et aujourd'hui, on voit que c'est 5 GAFA, 5 entreprises qui viennent de l'économie de la data. Donc clairement, il y a un enjeu très très fort à activer ces data et à rentrer en guerre au même titre que ces superpuissances-là. Alors, on ne va peut-être pas les affronter directement, en tout cas pas sur la totalité de leur terrain, mais il y a des choses à faire dans vos spécialités, dans chacun des secteurs qu'adressent vos entreprises. Alors, le problème avec les GAFA, quand même, c'est que c'est un petit peu flippant, leur attitude hégémonique. Alors, j'adore cette phrase trouvée sur Twitter. Avec les GAFA, c'est que le risque, c'est que confier sa vie privée à Facebook, c'est un peu comme confier sa petite sœur à DSK ou chercher à réviser son bac de français avec Ribéry. Voilà. Je pense que tout est dit. On ne sait pas bien ce que les GAFA font exactement de nos données. On suppose qu'ils n'en font pas que des choses très très bien. Depuis que le RGPD est passé, il y a eu une pluie de plaintes qui a été déposée contre les GAFA, notamment une plainte collective qui a été organisée par l'association La Quadrature du Net. Donc il y a une attitude hégémonique qui est assez effrayante, effectivement. On verra comment ça va évoluer dans les années qui viennent. Certains parlent de démanteler Google. Ça semble compliqué, mais c'est une piste. Mais toujours est-il que les GAFA, eux, ont tout compris dans cette guerre des data. Et il va falloir maintenant beaucoup s'inspirer d'eux aussi pour arriver à rivaliser et à entrer de plein pied dans cette guerre. Intéressons-nous maintenant aux États et aux citoyens. Alors on peut d'abord parler de la position de l'Europe. Alors en Europe, on a de la chance. On a mis en place une grande réglementation qui s'appelle le RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui nous a permis de nous abreuver de mails autour du 25 mai.
Sachez d'ailleurs que le RGPD est devenu plus populaire la semaine du 25 mai que Beyoncé sur Google. J'ai vu une stat où il y a plus de recherches sur GDPR et RGPD que sur le terme Beyoncé sur Google. Donc c'est dire à quel point on est des stars en Europe avec ce règlement. Alors ce règlement, il est assez étonnant et en fait, il montre aussi un enjeu géostratégique, clairement, vis-à-vis du positionnement de l'Europe. En fait, si on voit les choses de façon assez simple, on peut dire qu'il y a 3 grands blocs mondiaux qui opèrent sur le domaine de la data. Il y a les États-Unis qui, eux, ont choisi, comme d'habitude, une attitude assez libérale. Si la data permet de faire du business, eh ben, allons-y. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui permet aux GAFA d'être si puissantes aujourd'hui. Le bloc chinois qui, eux, utilisent la data pour des raisons de sécurité, en tout cas de surveillance généralisée des citoyens. Vous avez peut-être vu les vidéos qui sont assez flippantes, vous allez les voir sur Google. Ils sont en train même de mettre en place un système de notation des citoyens, où selon notre comportement en tant que citoyen, on va avoir accès à certains services, ou alors on perdra certains autres services, comme le droit de voyager ou de passer son permis de conduire, par exemple. Donc c'est assez flippant. Et donc l'Europe a voulu montrer une troisième voie, qui est la voie de la protection des citoyens, qui est la voie du respect de la vie privée. Et donc, il est en train d'imposer ce règlement, non seulement en Europe, mais à tous les acteurs mondiaux qui voudront utiliser des données de citoyens européens. Je crois que c'est une réussite, même s'il reste encore beaucoup à faire, parce qu'on peut voir que beaucoup de pays sont en train de s'en inspirer ou s'en sont déjà inspirés pour créer eux-mêmes un règlement similaire. On peut citer le Japon, on peut citer la Corée, on peut citer la Tunisie, qui va être le premier pays africain à se doter d'un règlement pour protéger les données personnelles de ses citoyens. Alors, au final, les citoyens, ils sont comment ? Eh ben, on est un peu tous pris en étau entre la tentation extrêmement forte, voire maintenant on n'a quasi plus le choix d'utiliser tous les services qui nous sont proposés. Qui n'utilise pas Google dans la salle ? Je cherche, ouais, vous fatiguez pas. Qui n'utilise pas Facebook ? Il peut y avoir quelques personnes. Il y a eu des personnes qui s'en sont désinscrites, mais qui ne va pas sur Le Monde où il y a un bouton j'aime de Facebook qui apparaît sans qu'on le veuille et qui donc renvoie ces informations à Facebook. Là, il n'y a plus personne. Donc on utilise tous ces services parce qu'ils nous rendent des services énormes. Et en même temps, on sait qu'on passe un espèce de pacte avec le diable puisqu'on accepte de laisser en échange nos données personnelles à ces services-là. Donc il y a cette grande phrase qui est assez connue, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et effectivement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on est tous par rapport à une position où on a un petit peu du mal à trancher, on se sent bien obligé de les utiliser, ces services-là. Et en même temps, on sent bien que c'est pas hyper correct. Alors, mon conseil en 2 mots là-dessus, c'est essayer de diversifier vos services, de ne pas tout donner à Google, de ne pas tout donner à Microsoft, mais d'aller une fois chez l'un, une fois chez l'autre, une fois chez le troisième, pour arriver à éparpiller vos données. Mais je serais quand même tenté de dire que tous vos efforts sont vains. À mon avis, laissons tomber. Clairement, laissons tomber. Alors, dernier protagoniste, les entreprises. Je suis obligé d'aller assez vite, je suis désolé, je vous aurais bien parlé pendant 4 heures de tous ces sujets-là, mais on n'a qu'une demi-heure. Donc je vais au pas de charge. Sur les entreprises, on va voir comment maintenant on va pouvoir sortir vivant de cette guerre des data, même si on n'est pas un GAFAM. Donc c'était bien ça le sujet. J'aurais un conseil à vous donner. Sortez vos données du réfrigérateur. Toutes les entreprises ont des données. Toutes les entreprises opèrent sur leurs propres produits, sur leurs propres clients, sur leur propre logistique. Vous avez toutes ces informations-là. Les GAFA ne les ont pas. Aucune autre entreprise n'a ces spécificités que vous avez vous-même. Vous avez toutes vos données métiers. Et elles sont hyper précieuses. Elles peuvent rapporter énormément d'argent. Pourquoi cette phrase-là ? Elle m'a été soufflée par un client, qui est un client dans le domaine de l'assurance, très avancé déjà dans le domaine des data par rapport à la majeure partie des sociétés en France, et qui qualifiait les données du data warehouse, qui mettait donc dans son décisionnel, qui sert à faire le reporting, le pilotage de l'entreprise, de données froides. L'image est excellente. C'est les données qu'il met au réfrigérateur, duquel c'est fantastique, on en fait des reportings, etc. On en a besoin, ça va perdurer, on aura toujours besoin de piloter l'entreprise, mais on ne s'en sert pas de toute cette connaissance aux endroits chauds, aux endroits où on vend, aux endroits où on fait de la connaissance client, aux endroits où on rencontre des clients qui sont mécontents, aux endroits où le client a eu son accident de voiture et a besoin de déclarer très rapidement son sinistre, etc., etc. Donc sortez les données du décisionnel, sortez-les du réfrigérateur, mettez-les dans des systèmes qui vont permettre d'activer ces données de façon beaucoup plus chaude, beaucoup plus réactive et avec beaucoup plus de valeur ajoutée pour créer de la valeur. Je vais vous donner 2 exemples d'entreprises qui ont fait ça. Le premier, c'est Peugeot.
Alors, je vous donne cet exemple-là, Citroën plus exactement. Je vous donne cet exemple-là parce qu'il participe à un grand mouvement qui est celui de la personnalisation des parcours clients et de la personnalisation du web. Ça, c'est ce que permet de faire la data. Vous allez sur votre Facebook, vous faites une requête sur Google, on a chacun des réponses qui sont personnalisées. Google ne répond pas à chaque personne de la même manière. Évidemment, sur Facebook, on n'a pas du tout tous le même fil d'actualité. Vous allez sur Amazon, il va vous mettre en avant des produits qui sont spécifiques pour vous. Vous allez sur Netflix, il va vous mettre en avant des films qui sont spécifiques pour vous. Vous allez sur Cdiscount, on a tous les mêmes produits, avec tous les mêmes couleurs, avec tous les mêmes messages. Ça, c'est plus possible parce que ça rapporte énormément d'argent que de personnaliser la relation client. Je vous donne l'exemple là pour Citroën, mais on a réalisé ce même type d'exemple dans une petite banque. On a réalisé le même type d'exemple pour une chaîne hôtelière. Et c'est des choses qui pourraient être réalisées dans tous les secteurs, puisque les données initiales sont celles des clics qui ont lieu sur votre site web. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Citroën ? Simplement, on est venu personnaliser donc, le parcours client, le site web, en fonction de votre propre navigation sur le site de citroën.fr, et notamment en fonction du véhicule qui vous intéresse. Une fois que vous êtes passé par la case configurateur et que vous commencez à configurer le véhicule qui vous intéresse, Citroën en sait beaucoup plus sur vous et saura donc totalement personnaliser la suite du parcours, les mails qui vont vous être envoyés, les promotions qui vont vous attirer, etc., etc. L'objectif du site web de Citroën, c'est d'attirer plus de personnes dans les concessions. Ils appellent ça un lead, simplement. Donc, il a envoyé une concession. Et depuis la mise en place de ce service-là, ils nous ont indiqué qu'il y avait une augmentation de 20% des leads, de 20% des rendez-vous pris en concession depuis le site web. Donc ça fonctionne extrêmement bien, c'est un point clé. Autre exemple, les chatbots. Alors les chatbots, je pense qu'on va énormément vous en parler aujourd'hui. Alors je suis content de passer le matin parce que du coup, je dois être quasi le premier à vous en parler. Mais les chatbots, c'est évidemment une application de l'intelligence artificielle qui est simple à mettre en œuvre. Les projets vont très vite sur les chatbots et qui vont rendre énormément de services. Les chatbots peuvent être orientés sur le grand public, vers vos clients, mais actuellement, ce n'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux et la diversité des questions est encore complexe pour ces intelligences artificielles. Par contre, ce qui fonctionne très bien et qui donne d'excellents résultats, c'est le chatbot en interne. C'est les assistants pour les RH, les assistants pour le service informatique, les assistants pour des services techniques, etc., etc. Là, on est dans un équipementier, un opérateur réseau. C'est Alcatel-Lucent qui a été racheté par Nokia, donc on intervient pour Nokia. Et ils voulaient mettre en place un chatbot pour leur service support. Objectif, que le support niveau 1 soit le plus réactif possible, qu'ils arrivent à traiter un maximum de demandes et de surtout pas faire remonter des choses au support niveau 2 et 3 qui, eux, coûtent beaucoup plus cher à résoudre. Donc pour ça, on a mis en place un chatbot qui va interroger la base de connaissances qui était déjà en place chez eux, mais qui était très mal utilisée, qui était complexe à être utilisée, que les services support n'aimaient pas utiliser, qui prenait du temps à être requêté. Et là, par un simple chatbot, ils expriment le problème. Je suis devant le proxy numéro 522812, et puis il y a une diode rouge qui s'allume. C'est ça qu'envoie l'opérateur réseau. Et le chatbot va lui chercher les 5 meilleures réponses dans la base de connaissances. Sur les 5 meilleures réponses, le chatbot a raison à 90% des cas. 90% des cas sont résolus directement dans les 5 réponses. Et mieux, la première réponse, celle qui est jugée la plus pertinente par le bot, est effectivement la bonne dans 70% des cas. Donc, je n'ai pas réussi à savoir de combien ça a permis d'optimiser le temps moyen de résolution d'une anomalie, éventuellement le nombre de personnes qui sont plus nécessaires, etc., sur les postes. Mais c'est visiblement extrêmement efficace. Un dernier exemple, pour lutter contre la fraude. Alors de la fraude, il y en a dans toutes les entreprises. Si vous n'en voyez pas, c'est que vous faites l'autruche. Je vous le dis honnête. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font l'autruche. Et pourtant, il y a énormément à gagner. On est intervenu chez un loueur de véhicules, il y a des cas de fraude. On est intervenu chez un fabricant industriel de machines industrielles, il y a des cas de fraude, etc., etc. Alors là, on est intervenu pour le ministère des Finances en Belgique. Alors, il y a des gains énormes, évidemment. Le ministère des Finances en Belgique est un ministère assez en pointe parmi les ministères européens. On a un cas de fraude qui est celui du carrousel TVA qui a permis de récolter 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, et de façon récurrente. Donc ce milliard d'euros est gagné tous les ans par le ministère des Finances. Il y a énormément de cas. On a réalisé une trentaine de projets dans le cadre de cette lutte contre la fraude. C'est un premier enseignement fort. Si vous voulez attaquer des sujets de fraude chez vous,
attaquer le pas en un seul projet. On ne peut pas se dire il y a un projet de lutte contre la fraude, on va complètement s'éparpiller, on va se perdre et généralement ça ne donne rien. Il faut arriver à différencier en fait différentes typologies de fraude, différents cas de fraude, différents réseaux sociaux de personnes qui interviennent dans des schémas de fraude et à construire des modèles statistiques, des modèles d'intelligence artificielle dédiés à ce cas de fraude en particulier. Et ensuite, on les multiplie. C'est comme ça qu'on a pu en réaliser une trentaine ou une quarantaine au ministère des Finances. Si vous voulez plus de détails sur ces cas, n'hésitez pas à m'alpaguer. Je suis présent toute la journée sur le salon. C'est volontiers que je vous en dirai beaucoup plus sur leur déroulement. Alors pour conclure, au final, il faut absolument que dans les entreprises, il y ait cette prise de conscience que, 1, vous avez des données, il faut les sortir du réfrigérateur. 2, les données sont un vrai vecteur de croissance, un vrai vecteur de développement. Dans les entreprises, on a tous serré les boulons partout. La conjoncture est compliquée partout. On a mis la pression à tous nos employés. On a cherché à optimiser l'ensemble des lignes de l'organisation. On a cherché à rationaliser tout un tas de choses sur la production, sur la logistique, etc. Et on a juste oublié qu'il y avait un tas d'or qui était dans un coin de la pièce, dans le frigo, et qu'on n'a pas encore du tout exploité. Et ce tas d'or, il est maintenant temps de l'exploiter, de s'en servir, de le compléter, de le rendre plus gros et de créer des services qui vont eux-mêmes nous apporter des nouvelles voies de développement. Donc clairement, la data, il faut la considérer comme un actif de l'entreprise. C'est un peu un combat militant qu'on a chez Business et Décisions. Alors je ne sais pas si on arrivera à faire inscrire le patrimoine data au bilan de l'entreprise, mais si on fait le lien avec d'autres actifs, si on prend l'actif humain de l'entreprise, on a mis en place une DRH et toute une organisation qui va avec. On a mis en place des outils avec un SIRH et plein d'autres outils. On a mis en place des processus pour gérer cet actif. Alors faisons pareil avec la data, et si on fait pareil avec la data, on va mettre en place des outils autour du SI data-centric. Donc un système d'information qui sera centré sur la data et qui permettra d'utiliser la data sur de multiples usages. Ce SI data-centric sera composé de briques autour du big data, de technologies d'intelligence artificielle, etc., etc. Ça paraît compliqué, mais je vous promets que pour beaucoup de clients, c'est une affaire de quelques semaines de mettre en place des premiers projets. Il ne faut pas s'en faire des montagnes. Seconde chose, on mettra en place une équipe dédiée, généralement autour d'un poste qu'on va appeler le Chief Data Officer, mais cette équipe dédiée va être chargée d'exploiter au mieux ce nouveau gisement d'or qui est autour de la data et de l'exploiter pour en créer un maximum de valeur. Et puis, dernier point, on mettra en place des process. Et ces process, c'est tout ce qu'on va appeler la gouvernance des données. Et avec cette gouvernance des données, on va arriver à fluidifier l'information, on va arriver à rendre la donnée plus exploitable, à la garder en qualité, à la rendre exploitable pour tout un ensemble d'usages. Si on fait ces trois choses, alors on considérera réellement la data comme étant un actif de l'entreprise, et c'est là que vous allez en tirer un maximum de valeur dans vos entreprises, sur les cas d'usage que je vous ai donnés, ou sur encore beaucoup, beaucoup d'autres cas d'usage qui sont possibles. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Il reste 2 minutes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir donc, sur la suite de la journée. Vous pouvez me retrouver aussi, je vous détaillerai d'autres cas d'usage qu'on a réalisés récemment. Donc avec la conf chez les Data Maniacs. Donc Data Maniacs, c'est un collectif qui s'est monté sur Nantes autour de la data, dont je suis un membre actif. Et donc on vous propose une conférence autour de la data bien cuite ou saignante. C'est appétissant, amis végétariens, bienvenue. Et donc elle aura lieu à 16h en salle Alterix. Donc on pourra se retrouver et parler aussi d'autres cas d'usage avec mes homologues de Data Maniacs qui vous présenteront aussi d'autres visions autour de l'open data, autour du RGPD et autour de tout ce qui a à faire avec la data. Donc je vous retrouve à 16h si vous le souhaitez. Et puis dernier point, vous pouvez retrouver toutes nos publications sur notre blog. Moi, j'y écris régulièrement, mais vous retrouverez tout un tas d'informations, d'autres cas d'usage, de vidéos, etc. Toujours sur ces sujets de la data. Et je crois que je termine à l'heure. Merci à tous et bonne suite de journée.